Cette activité de formation continue est rendue possible grâce au soutien de Riva. Dans cette balado-diffusion, Jean-François Tessier, pharmacien, répondra à vos questions. Nous avons choisi des questions soumises par vous, les membres de la communauté SaxLeaf, lors du sondage fait en préparation pour cette activité de formation continue. Avant de débuter, un petit mot sur l'accréditation. Cette activité est accréditée par l'OPQ pour 0,75 UFC en format auto-apprentissage. Suite à l'écoute de la balado-diffusion, rendez-vous sur le site saxleaf.ca et sélectionnez cette activité dans la section Formation afin de compléter le quiz. En passant, le quiz avec une note de 70% ou plus, vous obtiendrez une attestation de réussite. Également sur la page de cette formation sur saxleaf.ca, vous trouverez un document écrit en format PDF résumant les réponses données dans cette balado-diffusion. Comme objectif d'apprentissage, à la suite de cette activité de formation continue, le participant sera en mesure de 1. Expliquer les grands principes de l'insuffisance rénale, les stades, symptomatologie, MNP à implanter, etc. 2. Analyser les différents traitements disponibles pour prévenir la progression. 3. Ajuster les doses de médicaments en utilisant des formules d'estimation de la fonction rénale. Et 4. Comparer les différentes modalités de thérapie de remplacement rénal, greffe et hémodialyse. Passons maintenant à nos questions. Notre invité, Jean-François Tessier, travaille comme pharmacien en clinique de dialyse et en antibiogouvernance à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il est également président du regroupement des pharmaciens experts en infectiologie depuis 2019 et membre du regroupement des pharmaciens experts en néphrologie depuis 2021. Bonjour Jean-François. Salut! Donc, on va commencer tout de suite avec les questions. Donc, pour commencer le balado et nous mettre en contexte, l'insuffisance rénale chronique, c'est quoi et ça implique quoi? Ouais, bon, ben, de un, c'est ça, pendant la présentation, je vais parler de l'insuffisance rénale chronique en disant l'IRC, là, par souci d'être un peu plus court. Puis, en gros, c'est une anomalie dans la structure et dans la fonction rénale qui va durer plus de 3 mois. Ça va se traduire par une réduction du débit de filtration glomérulaire qu'on appelle le DFG, une augmentation de l'excrétion urinaire d'albumine qu'on va appeler le RAC, RAC ou le RPC, et ou ça peut être les deux combinés ensemble. Puis pour bien définir l'insuffisance rénale d'un patient, il faut connaître, sa cause, il faut connaître le DFG et le RAC. Parce que la prise en charge du patient va être différente là, en fonction de tous ces éléments-là. Puis, l'IRC va être stratifié et défini en fonction, en différents stades, là, avec le DFG, les stades du KDIGO qu'on connaît bien. Là, la nouvelle version de 2024 est très claire là-dessus. Là. Donc, les stades vont être définis selon le DFG. Il y a les 5 stades qu'on connaît. Puis, il y a 3 ou 4 stades là, selon les différents niveaux de RAC. Au niveau de l'incidence, on évalue qu'il y a à peu près 10% là, de la population mondiale qui souffre d'insuffisance rénale chronique. Et puis, on sait aussi qu'il y a plusieurs complications. Il n'y a pas juste les complications rénales. Là. On sait que la mortalité, toutes causes confondues, est augmentée chez les patients qui souffrent d'IRC. On sait que la mortalité cardiovasculaire l'est aussi. Là, c'est une maladie qui reste toujours très vasculaire. Puis, on parle d'insuffisance rénale. Encore une fois, il y a différents stades, mais ça progresse et ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale terminale là, et la dialyse. Finalement, il y a des complications comme l'anémie, les désordres osseux. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est une maladie quand même assez prévalente, puis il y a des complications quand même assez graves et assez larges pour le patient. Parfait, merci. Ça nous fait une belle mise en contexte. Ensuite, on a Suzanne Paillé du Mont-Saint-Hilaire qui demande quelles sont les causes d'une détérioration de la fonction rénale. Et Nathalie Fernandez de Laval nous demande quels en sont les symptômes. Ouais. Ben, les causes, c'est sûr que la grande majorité la cause principale, c'est le diabète, là. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'environ 50% des gens qui ont de l'IRC, c'est dû à leur diabète. Moi, c'est un peu ça que je vois dans ma clinique d'hémodialyse. Là, c'est vraiment ça qui en cause le plus. Mais il faut se rappeler aussi que la dégradation de la fonction rénale peut être due à beaucoup d'autres choses, comme une hypertension mal contrôlée, on peut avoir des glomérulonéphrite, différentes glomérulopathies, de l'insuffisance hépatique ou cardiaque. Des fois, ça diminue
le débit sanguin au rein, donc ça cause une injure qui va être irréversible. Il y a aussi certaines procédures médicales, comme on peut penser à une hypotension pendant une salle d'opération qui va emmener encore une fois une injure au néphron qui ne sera pas réparable. On peut penser aux agents avec de l'iode qui peuvent causer des dommages. Il y a les infections aussi. Bref, il y a plusieurs causes, encore une fois. Puis je me répète, mais la plus grande, c'est le diabète. Là, au niveau des signes et symptômes, c'est souvent ce qu'on appelle les symptômes urémiques là, qui vont arriver avec la diminution de la fonction rénale. Ça, c'est un ensemble de symptômes là, qui va comprendre, là, dans le fond, de la confusion, on a du prurite, on peut avoir de l'OMI, on peut avoir de l'hypertension, puis on peut avoir un changement au niveau de la coloration de la peau, des désordres électrolytiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Souvent, les trucs qu'on voit, je vous dirais, peut-être pas le plus souvent, là, mais la confusion, l'essoufflement, ça arrive assez souvent qu'on entend parler de ça pour nos patients. Une chose qui est importante de dire pour les signes et symptômes, c'est qu'il n'y a pas de bonne corrélation entre, mettons, les niveaux d'urée ou de créatinine puis l'intensité des symptômes. Fait qu'un patient peut avoir un DFG très bas, mais se plaindre de peu de choses. Et il y a le contraire aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir, mettons, un DFGE qui est évalué à 20-25, qui peut être quand même relativement haut. Puis, le patient va se plaindre de beaucoup de trucs comparativement à quelqu'un qui aurait, mettons, un DFG à 10. Ça, on le voit en clinique. Donc, il n'y a pas de bonne corrélation entre les choses. Il faut vraiment poser des questions puis écouter nos patients. Parfait, merci Jean-François. Avant de parler spécifiquement des médicaments, on aurait une dernière question d'un pharmacien sur Saint-Jean-sur-Richelieu qui demande quelles sont les mesures non pharmacologiques que devraient adopter nos patients avec insuffisance rénale. Ouais, ben, comme je l'ai dit, l'insuffisance rénale chronique est beaucoup reliée aux maladies cardiovasculaires. Donc, tout ce qui peut aider à ce niveau-là peut être bénéfique. C'est sûr qu'on va suggérer aux patients là, de diminuer leur apport sodé, de diminuer la quantité d'aliments transformés qu'ils mangent. Puis, au niveau des autres choses qu'on peut faire, c'est de lui dire de rester actif dans les limites de ses capacités. Par la suite, une chose qui est importante, on parle souvent de la limite liquidienne. Ça peut être important chez certains patients insuffisants rénaux, mais pas chez tous les patients, parce qu'il y a des patients qui vont avoir une diminution de leur filtration, mais leur production d'urine va quand même être correcte. Donc ça, il faut voir, chaque patient est différent. Fait que c'est un petit peu ça qu'on peut faire au niveau des mesures non pharmacologiques. Donc, la question du balado, je pense qui revenait le plus dans notre sondage, c'est vraiment quelle est la formule pour estimer la fonction rénale à privilégier? Est-ce qu'ils sont toutes comparables? Puis est-ce qu'on peut se fier au DFGE qui est disponible au DSQ ou on doit faire un ajustement avec la surface corporelle? Ouais, c'est une grosse question. Je vais essayer de répondre adéquatement. Mais tout d'abord, au Québec, il y a 3 formules, là, partout dans le monde, là, il y a 3 formules qui sont surtout utilisées, discutées. Il y a le fameux Cochrane Gold, il y a aussi le MDRD et finalement le CKD-EPI. Nous, à HMR, c'est lui qu'on donne dans nos résultats de laboratoire, le CKDP. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on prend le MDR et le CKDP, c'est une estimation là, du DFG, du débit de filtration glomérulaire. Donc, il ne prend pas en compte la sécrétion tubulaire de la créatinine, alors que le Cock of Gold estime la clairance à la créatinine, qui comprend la sécrétion tubulaire. Donc, on peut voir vite de même les deux, la différence entre les deux types de formules. Puis, finalement, pour estimer la fonction rénale, c'est assez clair selon les lignes. On devrait prendre le CKD-EPI. Bien sûr, c'est une estimation, toutes ces formules-là, fait que ça ne convient pas pour tous les patients. Les patients, par exemple, qui ont une masse musculaire extrême, c'est-à-dire trop importante ou pas assez importante, ces formules-là pourront moins bien fonctionner. Dans ces cas-là, on va peut-être vouloir faire quelque chose, c'est-à-dire on pourrait demander, là, nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on demande une collecte urinaire de la créatinine, puis on mesure vraiment le DFG de ces patients-là.
Mais ça, c'est pas faisable tout le temps, puis c'est des cas de figure. Donc, pour l'estimation, c'est ça. Maintenant, si on regarde pour l'ajustement des médicaments, ça, c'est un petit peu plus compliqué, je vous dirais. Si on compare les trois formules, ce qu'on voit, c'est que quand on prend MDR, excusez-moi, et CKD-EPI, les doses de médicaments qui nous suggèrent sont toujours un petit peu plus élevées que celles que Cough Gold nous suggérait. Fait que ce qu'on peut faire dans la majorité des cas, ce qu'on suggère souvent, c'est que on va prendre le DFG qui nous est donné par le laboratoire via la formule de CKD-EPI que nous, on a. Et puis, on va calculer aussi Cough Gold. Si les deux mesures sont très, très similaires, ben, on peut se dire que notre fonction rénale c'est assez facile à statuer, ça devrait être cette valeur-là. Si les deux valeurs ne sont pas similaires, ben, ce qu'on fait, c'est qu'il faut qu'on regarde en fonction du médicament qu'on utilise. Est-ce qu'il y a un index thérapeutique étroit ou non? Et puis, dans ce cas-là, on va mettre plus d'emphase sur la sécurité ou l'optimisation des effets bénéfiques potentiels. Donc, ça peut sembler compliqué, mais il y a un très bon article dans le Pharmactuel en 2019 qui a été publié, que j'ai mis en référence, qui vous donne un peu un algorithme pour faire cette démarche-là. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est encore une fois, c'est que c'est des estimations, fait qu'il faut être capable un peu de jongler avec tout ça. Puis souvent, il y a certains patients, là, moi ce que je remarque, c'est sûr, entre 40 puis 60 cc minutes, là, que des fois les formules sont pas donnent pas la même valeur. Fait que c'est dans ce cas-là que c'est important de prendre une bonne estimation. Finalement, pas finalement, excusez-moi, l'autre point qui était pour la surface corporelle, ben ça, c'est une bonne question. La majorité du temps, la formule de CKD-IP normale va être correcte pour la grande majorité de vos patients pour ajuster vos médicaments. Mais là, si vous avez un patient, encore une fois, qui est dans les extrêmes, ben oui, on suggère de désindexer le résultat parce qu'il est en ml par minute par 1,73 mètres carrés. Donc, dans ces cas-là, il faut le désindexer en faisant une simple règle de 3. C'est assez facile. Puis la surface corporelle, on peut la calculer avec la formule de Dubois qui est facilement accessible sur Internet. Puis, finalement, je vous dirais que la dernière partie de la réponse, ça serait de dire, tu sais, il y a des médicaments qu'on sait qui peuvent s'accumuler en insuffisance rénale. Dans ces cas-là, la meilleure des choses, c'est vraiment de le doser. Je pense à des médicaments comme la vancomycine ou la linezolide. Oui, on évalue la fonction rénale de nos patients, mais c'est une excellente idée de doser les médicaments qu'on peut doser. Là, on a vraiment la réponse qu'on veut, c'est-à-dire quelle dose je dois donner à mon patient. Donc, on va poursuivre avec une question de Chantal Morissette de Trois-Rivières qui demande si tu peux décrire les marqueurs biochimiques à suivre pour analyser la fonction rénale. Est-ce que l'urée est un marqueur important? Et comment utiliser le ratio protéines urinaires sur créatinine? Oui, c'est une excellente question. Puis, c'est vraiment le nerf de la guerre pour le suivi. Là. Ce qu'il va falloir s'assurer de connaître, bien sûr, chez nos patients, c'est le DFG et le RAC. C'est les deux marqueurs, je dirais, qui sont les plus importants. Il y a différents stades qui sont définis selon les valeurs de DFG qui sont bien résumées dans le dernier guide des KDIGO de 2024. Ça, on l'a très bien appris dans nos cours. Là, c'est les fameux stades en haut de 90 cc minutes. Puis là, on a le stade 4 qui est en bas de 30 cc minutes jusqu'à 15. Bref, j'ai l'impression que ça, c'est bien compris, je ne m'étendrai pas. Mais l'autre marqueur qui est le fameux RAC, le ratio le ratio urinaire albumine-créatinine, ça, c'est peut-être un peu moins connu. Puis c'est super important. Fait que selon les guidelines qu'on regarde, il y a 3 ou 4 stades. Dans le KDIGO, dans le fond, il y en a 3. Puis ce que ça démontre, ce ratio-là, c'est la perte de protéines d'albumine dans l'urine, qui est vraiment un marqueur de dégradation de la fonction rénale.
Fait que si on a une perte qui est normale à légèrement augmentée, on va avoir un ratio qui est en bas de 3 mg par millimole. Si on a une perte qui est modérément augmentée, ça va être entre 3 puis 30 mg par millimole. Puis finalement, si on a une perte qui est fortement augmentée, ça va être plus de 30 mg par millimole. Ça, ces différents stades-là, ce que ça va faire, de un, c'est que ça va nous permettre au niveau épidémiologique un peu de prévoir le taux de mortalité potentiel de nos patients. Fait que ça, c'est très important pour le suivi. Puis, on va stratifier là, le risque d'issue clinique défavorable. Et aussi, ça va nous aider à décider est-ce qu'on est vraiment agressif sur le traitement chez nos patients ou on l'est moins. Je vais vous donner deux exemples. On sait qu'un patient peut avoir un DFG relativement haut, mettons de 60, mais il pourrait avoir un RAC très élevé. Et là, même si avec son DFG, on croit qu'il n'est pas tant insulinéral, il serait à fort risque de mortalité et de progression. Et dans ce cas-là, on voudrait être très, très agressif avec ces médicaments. Dont on va parler plus tard. Puis il y a aussi le contraire, c'est-à-dire un patient qui a un DFG peut-être relativement bas, mettons 30-40, mais qui a peu de perte d'albumine dans l'urine. Mais dans ce cas-là, c'est moins clair à quel point nos médicaments qui préviennent la progression sont bénéfiques parce que les bénéfices, c'est surtout chez les patients qui ont un RAC très élevé. Ça fait le tour des deux marqueurs les plus importants. Et maintenant, pour le reste, au niveau des ions, ben, c'est sûr qu'il faut qu'on s'assure qu'ils sont dans certaines limites là, pour éviter les conséquences à court et à long terme. Là. On parle, par exemple, là, on veut éviter les hypercalémies, on va avoir un axe phosphocalcique qui est dans les cibles définies par les lignes directrices pour avoir une santé osseuse optimale. Il y a aussi l'acidose métabolique qu'on suit avec l'ajustement du bicarbonate. Puis finalement, pour l'urée, c'est un marqueur qui est moins important dans ma pratique. Tu sais, souvent, quand l'urée augmente, on peut voir les symptômes urémiques qui arrivent, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est mieux de questionner le patient parce que la corrélation est pas claire. Donc, de mon point de vue, c'est pas un marqueur que j'utilise vraiment dans ma pratique. Pour les néphrologues, c'est important pour différentes choses, comme par exemple, ça peut aider à définir l'insuffisance rénale aiguë. Là, quand l'urée est pas trop augmentée, ça peut être une insuffisance qui est pré-rénale. Puis aussi, on utilise l'urée là, pour suivre, on peut l'utiliser pour voir l'efficacité de la dialyse. Fait que dans ces cas-là, c'est intéressant. C'est un petit peu moins pharmaceutique, je vous dis. Parfait. Ensuite, il y a Gaétan Jacques de Saint-Augustin de Desmaures qui demande c'est quoi les médicaments les plus néphrotoxiques et lesquels sont spécifiquement à risque de causer des IRA. Ouais, ben ça, il y en a plusieurs qui sont bien définis. Je vous dirais que ceux qu'on voit le plus, là, c'est bien sûr lithium. On a beaucoup de néphropathies terminales qui sont dues à des patients qui ont pris du lithium, les OINS qui peuvent venir endommager les néphrons, la vancomycine et les aminoglycosides dans les antibiotiques, c'est pas mal les plus connus. Mais on a aussi l'amphotéricine B la forme liposomale en a un peu moins, mais la forme désoxycholate en cause beaucoup. Finalement, les antirejets peuvent en causer pas mal, là, le tacrolimus, sirolimus, cyclophosphamine. Il y a le cisplatin, il y a différents agents de chimio qui en causent, aussi des agents de contraste. Donc, c'est assez vaste comme nombre de médicaments qui peuvent en causer, mais c'est les plus fréquents qu'on voit et qu'on enseigne. OK, donc on suit la fonction rénale pour ces médicaments-là de façon assez rapprochée. Exact. On s'assure que les patients, bien sûr, ne sont pas déshydratés lorsqu'ils les prennent. Parfait. Ensuite, on a Elisabeth Provost-Bazinet de Saint-Bruno qui demande comment gérer les jours de maladie, par exemple une gastro, quand un patient prend des IECA ou des diurétiques. Comment prendre en charge une IRA, puis c'est quoi les médicaments à suspendre lors d'une IRA et pourquoi? Ouais, ben, encore une fois, une excellente question. Puis ça, c'est un endroit où les pharmaciens peuvent avoir un très gros impact, là. Puis je vous dirais que pour débuter la réponse à la question, ce qui est important de dire, c'est peut-être plus parler de journée de déshydratation que de journée de maladie parce que ça pourrait amener à confusion. Puis justement, c'est vraiment lorsque le patient est pas capable de s'hydrater qu'on veut agir le plus rapidement possible.
Par exemple, si on avait, je ne sais pas moi, une une IVRS, excusez-moi, puis qu'on on est quand même capable de bien s'hydrater malgré tout, ben, ça ne rentrerait pas dans ce type de conseils-là. Ce qu'il faut enseigner aux patients, c'est que lorsqu'ils ne sont pas capables de s'hydrater adéquatement selon leurs besoins d'hydratation, il faut qu'ils suspendent certains médicaments pendant quelques jours. Puis les médicaments qu'il faut suspendre, ça va être les IACA, ARA, les inhibiteurs des SGLT2, les diurétiques, la 6-aldactone. Puis ça, c'est surtout nos médicaments rénaux. Puis il va falloir bien sûr suspendre d'autres types de médicaments comme le metformin, les sulfonylurées, les ONS, s'ils en prennent, bien sûr. Il y a plusieurs documents qui existent, un peu pour vous expliquer quoi faire. Et le regroupement des pharmaciens experts en néphrologie de la PES en a produit un récemment. Et ça peut être très bon on peut l'imprimer et le donner aux patients en identifiant les différents médicaments qui doivent cesser. Ce qui est important de dire là-dedans, c'est vraiment que c'est une suspension et non un arrêt, parce que ça a été démontré que cette mesure-là est néfaste au long terme si les patients ne reprennent pas leurs médicaments. Parce qu'on comprend qu'il y a une raison, on pourrait penser à un incident cardiaque qui prend du Lasix, si il ne le reprend pas, ça se peut qu'il décompense son insuffisance cardiaque. Un patient qu'on lui donne un ISA pour prévenir la progression de sa maladie rénale, on ne veut pas qu'il y ait d'injure pendant l'épisode aigu, mais c'est sûr que sur le long terme, il va en bénéficier. Donc, c'est important qu'il le reprenne. Et puis, si le patient ne s'améliore pas ou se dégrade dans les 48-72 heures, je vous dirais, c'est sûr qu'il faut qu'il aille consulter. D'habitude, c'est une suspension assez courte. On parle d'1 à 2 journées. Parfait. Fait que ça va être important de faire des suivis rapprochés avec ces patients-là pour être sûr qu'ils s'améliorent puis qu'ils reprennent leurs médicaments dès qu'ils vont mieux. Oui, exactement. Parfait. Donc, on a Sophie Côté de Repentigny qui demande quels médicaments permettent de diminuer la progression de l'insuffisance rénale. Donc, très bonne question qui va demander beaucoup d'explications. Je vais essayer de faire ça simple. Puis, ce qui est important de dire d'entrée de jeu, c'est qu'on peut prévenir la progression de la maladie rénale si on le prend assez tôt. Comme je l'ai mentionné, il faut qu'on connaisse, lorsqu'on parle d'IRC, il faut connaître la cause, le DFGE et puis, bien sûr, le RAC. Parce que si on est capable de traiter la cause, on va pouvoir aider à prévenir la progression. On pourrait parler des glomérulonéphrites pour qui on donnerait du rituximab. Par la suite, on sait que nos patients sont tous différents, ils ont différents facteurs de risque, fait qu'il faut s'assurer que nos différentes cibles sont atteintes. On peut penser avoir une tension artérielle dans les différentes cibles. Si on est diabétique, d'avoir des glycémies, un HbA1c dans les cibles. Encore une fois, c'est important de prendre l'âge en considération parce que ou la fragilité de nos patients, parce qu'on ne voudrait pas avoir des cibles trop élevées chez des patients fragiles. Après, diète faible en sel, ça aide aussi à prévenir la progression, la cessation tabagique, puis le traitement de l'acidose métabolique. Donc, toutes ces mesures, on va en parler dans les guidelines, puis on devrait mettre en place des mesures pharmacologiques et non pharmacologiques pour les contrôler adéquatement. Maintenant, si on parle plus spécifiquement des médicaments qui ont prouvé qui pouvaient diminuer la progression de la maladie rénale, bien, c'est sûr que les premiers, ça fait déjà 30 ans, c'était en 1993, si je me rappelle, là, où on a démontré que le captopril, chez les patients diabétiques avec un DFG bas et une protéinurie forte, on diminuait la progression de l'IRC. Puis il y avait aussi une diminution d'un composite qui était l'initiation de la dialyse, la transplantation et la mortalité chez les patients traités avec le captopril comparativement aux patients qui étaient traités avec un placebo. Donc, ça, c'était la première preuve. Et puis, depuis ce temps-là, on a démontré avec des ARA, avec des IACA, le même bénéfice sur la protection pour la progression de l'insuffisance rénale vers des stades plus élevés. On est pas mal sûr que c'est un effet de classe. Donc, on peut utiliser un IACA ou un ARA pour prévenir cette progression-là.
Ce qui est important de dire, c'est que c'est pas via leur effet sur la pression, parce que dans les études, on voit que souvent les groupes avec placebo, on leur demandait d'atteindre des cibles de pression, et puis c'était en plus de leur effet sur la pression qu'il y a un bénéfice sur l'insuffisance rénale, la progression de l'insuffisance rénale. Dans les années là, 2000, fin 2010, là, il y a les fameuses études Credence, DAPA-CKD et EMPA-KIDNey qui ont démontré un effet bénéfique des inhibiteurs des SGLT2. En gros, dans les études sur le diabète, on leur demandait de faire des études sur la sécurité cardiovasculaire, puis on voyait qu'il semblait peut-être avoir un effet protecteur, et on a regardé si c'était vrai dans des études randomisées. Ce qui est important, c'est que là, je les ai nommés ensemble, mais les études sont un petit peu différentes les unes entre elles, comme dans Credence. Il y a juste des patients diabétiques qui étaient inclus. Dans les deux autres, c'était des patients qui avaient de l'insuffisance rénale, qui étaient diabétiques ou non. Finalement, les résultats étaient un petit peu différents, parce que dans DEPA-CKD, on démontrait qu'il y avait une diminution de la progression de l'insuffisance rénale, mais il y avait aussi une diminution significative de la mortalité. Bref, les inhibiteurs des SGLT2, surtout chez les patients qui ont un RAC élevé, va démontrer un bénéfice sur la progression de la maladie rénale et différents tissus composites qui comprennent la mortalité. Le mécanisme d'action, ça c'est possiblement une diminution de la pression dans le glomérule qui pourrait le protéger. Puis, un peu comme avec les IACA, c'est important de dire que quand on débute un IACA, un ARA ou un inhibiteur des SGLT2, on voit la créatinine qui augmente un petit peu avant qu'on voit les effets bénéfices sur le long terme. Il y a aussi une autre classe. En fait, il y a une étude récente qui s'appelle Fidelio, qui a été faite avec la finérenone, qui est un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, qui a aussi démontré un bénéfice sur la progression de l'ERC chez des patients diabétiques avec une albuminurie modérée à sévère, qui étaient sous des doses d'ISRA, dans le fond, d'inhibiteurs du système rénine-angiotensine, à dose maximale tolérée. Et le NNT était quand même assez bas, là. Il était de 29 dans cette étude-là. Donc, cette molécule-là peut aussi être utilisée dans l'étude qui a été faite, Fidelio. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des inhibiteurs des SGLT2. Donc, est-ce qu'on pourrait donner les 3 molécules? Ça, c'est pas clair, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de cliniciens qui croient qu'en donnant ces 3 molécules-là, on pourrait potentialiser l'effet sur la diminution de la progression. J'avais oublié de le dire, mais dans les études, là, avec les inhibiteurs des SGLT2, les patients devaient là aussi avoir une dose d'IACA ou d'ARA optimale, la dose maximale tolérée de ces agents. Puis, pour conclure, j'aimerais juste répéter quelque chose que j'ai dit plus tard, mais le bénéfice semble être surtout présent chez les patients qui ont une forte protéinurie ou une forte albuminurie. Là. Le meilleur exemple, là, c'est que dans les sous-groupes de l'étude EMPA-KIDNey, il y avait des patients qui avaient un DFG entre 20 et 45 ml par minute avec une albuminurie modérée. Et puis, on n'observait pas de bénéfice sur l'issue primaire composite chez ces patients. Donc, c'est une des preuves que j'aime bien citer, mais il faut se le dire, plus le ratio est élevé, plus il faut être agressif, à mon avis. OK, c'est bon à savoir. Je pense pas qu'il y a beaucoup de formations communautaires qui utilisent le RAC, donc ça va être intégré à la pratique. Ensuite, que faire lorsque la monographie suggère de ne pas utiliser un médicament en insuffisance rénale chronique parce qu'il n'a pas encore été étudié, ou que certains médecins prescrivent des médicaments à dose plus élevée que l'ajustement suggéré en insuffisance rénale dans la monographie? C'est quoi les règles, les exceptions permises et dans quelles circonstances? Quels sont les risques? Et puis, est-ce qu'on doit ajuster les IECA et les ARA en insuffisance rénale selon la monographie? On peut commencer par les IECA ARA tout de suite. C'est sûr qu'il ne faut pas les ajuster selon la monographie parce que les bénéfices ont été démontrés avec les doses
maximale étudiée. Puis c'est pas certain que ces bénéfices-là seraient encore présents là, avec des doses réduites, là, un peu comme en insuffisance cardiaque. Puis, une autre chose qui est important à dire pour les IECARA, c'est que des fois, on utilise même des doses suprathérapeutiques. Donc, c'est des doses super élevées pour des doses qu'on ne voit pas dans la monographie, pour des gens chez qui on voit qu'on n'a pas le contrôle adéquat de la progression de leur insuffisance rénale est insatisfaisante. On parle là, de doses là, de candesartan de 64 mg ou de 128 mg, puis dans une étude qui s'appelle l'étude SMART, puis de ramipril là, qui va jusqu'à 600 ou 900 mg. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser des doses vraiment importantes. Puis là, dans ces cas-là, c'est sûr qu'on est hors monographie de 1, mais si on décide qu'on l'utilise, ce qu'il faut s'assurer, c'est bien sûr, c'est des excellents hypotenseurs. Il faut suivre de très près la tension et aussi l'hyperkaliémie parce qu'on est plus à risque dans ces cas-là. Mais ça a été fait et ça a été quand même très bien toléré chez ces patients-là. Maintenant, ce qui est pour de l'arrêt des ISRA, lorsque le DFG diminue, bien, il y a une étude qui s'appelle Stop ACE qui a été faite. Et les auteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont randomisé des patients qui avaient un DFG en bas de 30 à continuer leur IECA versus à l'arrêter. Le but, c'était de voir est-ce qu'il allait avoir une amélioration de la fonction rénale avec l'arrêt ou ça allait s'empirer si on continuait. Le DFG moyen des patients était 18, donc vous voyez, c'est des patients quand même avec un DFG très bas. Et ce qu'ils ont démontré, c'est qu'il n'y avait pas de différence dans la dégradation du DFG là, à 3 ans, qui était rendu à 12 ml minute dans les deux groupes. Puis il n'y avait pas plus non plus d'initiation de dialyse, de survenue d'événements cardiovasculaires ou de mort. Donc, l'effet de la continuation des ISRA semblait, dans le fond, neutre dans cette étude-là. C'est sûr que c'est une seule étude, mais je vous dirais que c'est un petit peu la tendance parce que dites-vous que les IECA-ARA, c'est des excellents traitements de l'hypertension. Donc, si on les change pour un autre traitement que le patient n'a pas essayé, peut-être que ça ne sera pas bien toléré. Donc, on peut les continuer même si le DFG diminue, puis il ne semble pas avoir d'effet indésirable dans ce cas-là. Pour ce qui est des autres médicaments, puis l'ajustement, quand la monographie n'en parle pas, moi, l'exemple que j'aime bien citer, là, c'est les médicaments pour le COVID. Si on fait juste regarder le remdesivir, quand le remdesivir est arrivé, il n'a pas été étudié en bas de 36 minutes, puis on disait on ne recommande pas de l'utiliser. Donc, pendant les 2 premières années de la pandémie, on n'utilisait pas de remdesivir ou très peu chez les patients qui étaient insuffisants rénal chronique. Et on a vite remarqué que ces patients-là avaient des issues beaucoup plus sombres de leur COVID. Donc, il y avait un traitement qui était efficace, qui prévenait la mortalité, qui était disponible, qu'on ne leur donnait pas parce que la monographie disait de ne pas le donner. Donc, vous voyez qu'il faut faire parfois attention à ça. On parle souvent de nihilisme rénal, c'est-à-dire que ces patients-là ne sont pas étudiés, donc on ne leur donne pas. Mais là, je ne veux pas que vous pensiez qu'il faut jamais suivre les monographies. Il faut juste se dire que la littérature évolue, il faut se tenir à jour. Puis il y a aussi des contre-exemples. Celui que je cite le plus, c'est le linezolide, qui, dans la monographie, on disait, vous n'avez pas besoin de l'ajuster parce qu'il avait fait des études en dose unique et ça ne s'accumulait pas. Mais il y a plein d'études en monde réel qui ont démontré que dès un DFG en bas de 66 minutes, on commençait à avoir plus d'effets indésirables avec le linezolide. Donc, c'est même pas une insuffisance rénale si importante que ça et on voit que ça s'accumule. Donc, il faut vraiment regarder les deux côtés de la médaille, puis il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Parfait, je pense que ça éclaircit pas mal la situation. Donc, encore une fois, il y a une question qui est revenue très souvent parmi nos pharmaciens. C'est quoi la meilleure référence concernant l'ajustement des doses en insuffisance rénale pour la pharmacie communautaire? Moi, j'utilise souvent plus qu'une ressource, là, je crois que c'est l'idéal. Les monographies, ça va être la première, le premier endroit où on va avoir de l'information. La FDA a mis beaucoup d'emphase pour obliger les compagnies à donner de l'information sur les médicaments qui sont à potentiel de s'accumuler en insuffisance rénale. Fait que de plus en plus, je dirais que les monographies sont un petit peu mieux faites, mais bien sûr, les compagnies vont le faire une fois, cette étude-là, puis ils ne vont pas le faire par effet. Donc, c'est une science qui va évoluer avec le temps, bien sûr.
Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'aussi maintenant, vous allez voir, les compagnies vont vous donner la formule qu'ils ont utilisée pour évaluer la fonction rénale. Ce n'est pas toujours la même d'une compagnie à d'autres. Donc, dans les nouvelles molécules, là, on le voit plus souvent. Puis, finalement, bien sûr, les vieilles molécules, comme on l'a dit, les monographies sont peut-être pas toujours à jour, donc il faut avoir des meilleures sources. Fait que là, moi, ce que j'utilise, j'aime bien Lexicom. Je trouve qu'ils font une veille littéraire qui est assez impressionnante. Là, justement, pour les médicaments à la COVID, ils ont été dans les premiers qui ont inclus les ajustements d'insuffisance rénale. Donc, moi, je l'aime beaucoup, là, Lexicom. Sinon, c'est sûr qu'au Québec, Vigilance est très présent, il est facile d'accès. Leur tableau d'ajustement est très bon, là. De ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque année, ils regardent s'il y a des nouvelles recommandations. Pour les antimicrobiens particulièrement, il y a 2 guides de la peste qui ont été publiés. Il y en a un qui c'est par le RPA en infectiologie, qui est le guide d'ajustement des antimicrobiens en IRC. Puis il y en a un qui c'est dans le RPA de néphrologie, qui est le guide d'ajustement en hémodialyse et en dialyse péritonéale. Donc, moi, c'est ce que je suggère même aux médecins d'utiliser quand ils prescrivent là, au Québec. Là, donc, j'essaie de répandre la bonne nouvelle. Et c'est disponible maintenant à toute la communauté médicale. Donc, vous pouvez y avoir accès gratuitement. Il y a des gens pour les antimicrobiens qui utilisent le Sanford au Québec. Je sais que ça arrive. Moi, c'est pas une source que je recommande parce que la dose, des fois, je les trouve un peu weird, puis c'est des doses plus américaines. Je trouve que ça cause de la confusion. Mais dites-vous que ça se peut que ce soit de là qu'ils aient pris leur recommandation. Finalement, là, on a parlé beaucoup d'ajustement d'insuffisance rénale, mais il faut aussi se dire des fois, en dialyse, chez un patient dialysé, notre médicament s'accumule via l'insuffisance rénale terminale, mais il va aussi être extrait possiblement par le circuit de dialyse via le filtre. Donc, une source que j'aime consulter pour les paramètres pharmacocinétiques, là, comme le poids moléculaire, la liaison aux protéines, c'est le Drug Renal Handbook qui a beaucoup d'informations théoriques là-dessus, mais je vous dirais que leur suggestion d'ajustement de dose est moins optimale. Fait que je vais vraiment juste pour ça. Fait que ça vous fait beaucoup de références. Moi, encore une fois, j'aime bien le terme jongler, mais on jongle avec tout ça. Oui, donc on essaie de trouver plus qu'une référence pour être sûr qu'on suit les bonnes directives. Exact. Parfait. Donc, on va passer du côté de la dialyse. Chantal Paquet de Québec, elle demandait si on peut réviser brièvement les types de dialyse et leurs limites. Ouais, ben là, ça, c'est le fun. Ça, c'est clairement dans ma cour, là. Moi, je fais partie de l'équipe de dialyse HMR. Et puis, en gros, la majorité de nos patients vont être dialysés de façon traditionnelle, qu'on dit. Ça, c'est de la dialyse 3 fois par semaine qui dure 4 heures, qui est en centre de dialyse. Donc, au Québec, ça va être dans les hôpitaux. Puis, des fois, il y a des exceptions, là, c'est-à-dire il y a certains patients qui sont très âgés ou qui sont très fragiles, qu'on va diminuer leur temps de dialyse, c'est-à-dire que, par exemple, on va les dialyser soit 2 fois par semaine, ou soit qu'on va les dialyser 3 heures quand ils viennent. Mais je vous dirais que ça, c'est pas ce qu'on voit la majorité du temps. Quand les gens sont en dialyse, on leur explique bien qu'ils vont devoir venir, puis on leur fait même signer un genre de petit contrat qui disent qu'ils consentent à faire ça. Donc ça, c'est la modalité la plus fréquente, la plus connue. Mais il y en a 2 autres qui deviennent de plus en plus populaires et qu'on aimerait qu'il y ait encore plus de patients qui l'aillent. C'est des modalités qu'on dit autonomes parce que là, c'est le patient qui gère sa dialyse et non une infirmière. Fait que la première, c'est la dialyse péritonéale. Dans ce cas-là, le patient peut avoir une dialyse automatisée, une genre de petite machine qui va changer le dialysat qui est mis dans son bedon. Puis c'est le péritoine qui fait office de filtre de filtre de dialyse. Aussi, il peut le faire de façon autonome, c'est-à-dire que lui fait ses changements dans son bedon, par exemple. Mais bref, il fait ça chez lui et c'est lui qui gère ça lui-même. L'autre modalité autonome, ce qui est moins fréquente, nous, mettons, à Maisonneuve, on a un de 20 et 30, là, comparativement à 400 dialyses traditionnelles. Cette modalité autonome-là, c'est la dialyse à domicile. Fait que le patient, il y a vraiment une machine chez lui de dialyse et puis il se dialyse lui-même. Ça, on s'entend que ça prend beaucoup d'enseignement. Il y a une infirmière qui est de garde pour ces patients-là pour être sûr que tout va bien, il garde 24 heures, 24/7. Et puis, ces patients-là, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils se dialysent à chaque 2 jours, puis ils se dialysent plus longtemps
Pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est mieux toléré. Il y a moins de crampes, puis il y a moins de... Plus tu allonges ta dialyse, plus ça va être toléré par ton patient. Puis si tu peux le faire à la maison, ben ça amène moins de besoins infirmiers aussi. Donc, le but, c'est vraiment que la majorité des patients soient via une modalité autonome et bien sûr de les greffer si on est capable de les greffer. OK. Puis en tant que pharmacien communautaire, comment est-ce qu'on devrait analyser un dossier d'un patient sous dialyse? Oui, alors les patients dialysés, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que c'est des patients malades, mais qui peuvent être stables dans leur maladie, puis ils sont pas hospitalisés, ils sont dans une clinique externe. Dans la clinique externe, il y a une équipe multidisciplinaire qui va les suivre. Il y a des nutritionnistes, des pharmaciens, des médecins. Ça dépend beaucoup de chaque clinique. C'est différent d'un endroit à l'autre au Québec. Fait que moi, ce que je suggère souvent, c'est d'appeler la clinique pour voir c'est quoi les suivis qui sont offerts à ce patient-là. Vous pouvez aussi vous informer du devenir du patient, c'est-à-dire est-ce qu'on prévoit qu'il y ait une greffe, est-ce qu'on prévoit qu'il y ait en dialyse péritonéale. Puis, finalement, c'est mieux de se rappeler que en équipe multidisciplinaire, c'est mieux de travailler en collaboration plutôt qu'en silo et de juste appliquer la loi 41 quand on n'est pas d'accord avec une ordonneuse. Des fois, il peut y avoir des pratiques locales, des fois, il peut y avoir des pratiques qui sont justifiées par une nouvelle publication. Donc, c'est toujours mieux de s'informer dans ces cas-là. Puis comme il y a beaucoup de jeunes impliqués, souvent l'information se trouve facilement si on se donne la peine. Fait que moi, je suggère vraiment contacter le pharmacien de dialyse s'il y en a un pour vous informer. Finalement, pour l'ajustement des médicaments, les exemples les plus catastrophiques, entre guillemets, que j'ai vus, c'était souvent des professionnels autres, c'est-à-dire, mettons, des patients qui ont eu une chirurgie d'un jour ou qui ont été voir un, dans un sans rendez-vous, un professionnel qui ne savait peut-être pas qu'il était dialysé ou qui ont utilisé une ordonnance individuelle standardisée qui n'était pas adaptée à la dialyse. Puis là, on donne des doses qui ne sont pas adaptées à notre patient. Puis dans ce cas-là, oui, je suggère d'appliquer la loi 41 dans ces cas-là pour que le patient puisse recevoir les doses adéquates. Parfait, merci beaucoup. La dernière section va se tourner vers la greffe et ma question va se poser en plusieurs points. Donc, quand est-ce qu'un patient en insuffisance rénale devient éligible à une greffe? Quelles sont les particularités d'un patient greffé rénal? Quels sont les suivis qui devraient être faits par un pharmacien communautaire pour un patient greffé? Et si tu peux nous donner des exemples de prophylaxie infectieuse et virale en greffe rénale. Oui, c'est une excellente question. On a un gros centre de greffe rénale à Maisonneuve. D'ailleurs, là, je n'en fais pas personnellement, mais je les vois beaucoup passer, surtout en infectio, là, vu que c'est un de mes secteurs cliniques. Ben, encore une fois, il faut se rappeler qu'en greffe, les patients sont vraiment suivis de façon de très près et dès le début des démarches. Il va y avoir une équipe multidisciplinaire qui va être impliquée. Il y a plusieurs critères qui doivent être remplis, puis généralement, ils sont établis en fonction de la compatibilité sanguine et tissulaire, puis de la condition médicale des patients. Il y a des critères spécifiques à chaque organe, puis ça va changer aussi avec le temps, là, selon les nouvelles données scientifiques, puis aussi selon les centres, des fois, il y a des petites différences. Mais en gros, pour être inscrit sur une liste de greffe, il faut avoir une insuffisance rénale de stade avancé. Là, on parle d'un stade 4 ou 5 avec le DFGE, puis d'avoir un état de santé qui est jugé adéquat pour subir une intervention chirurgicale. On s'entend que c'est pas nécessairement facile de passer à travers. Le processus d'évaluation, il est long, il est exhaustif, on s'assure de la bonne compréhension du patient, on s'assure qu'il va être en mesure de suivre les différentes consignes qu'on va lui donner tout au cours du processus, parce que il va vraiment avoir une pharmacothérapie qui est complexe, puis il va avoir des suivis qui vont être nécessaires à la clinique là, périodiquement. Donc, c'est super important qu'il soit conscient de tout ça, puis le pharmacien communautaire peut s'impliquer à ce niveau-là.
Souvent, il y a un enseignement de la pharmacothérapie qui est fait au centre par les pharmaciens de greffe, mais encore une fois, vous pouvez vous impliquer puis surtout vous assurer que le patient a bien compris parce que des fois, on est mieux de dire l'information 3 fois pour que le patient comprenne bien plutôt que de le dire juste une fois et de présumer qu'il a compris. Puis dites-vous aussi qu'il y a plein de MVL puis de produits de santé naturels qui peuvent interagir avec sa médication anti-rejet. Donc, il va y avoir un suivi là-dessus, puis aussi s'assurer que le patient comprenne bien que s'il veut tenter quelque chose, qu'il doit demander là, à son pharmacien s'il peut le faire. Maintenant, au niveau des prophylaxies, bien, c'est sûr qu'avant la greffe, il y a plein de tests sérologiques qui sont faits. Là, il y a un dépistage de la tuberculose, il y a des sérologies virales là, comme le HSV, le HBV, CMV, qui vont être faites. Puis en fonction des différents résultats, on va donner des prophylaxies, de la vaccination, puis différents traitements. Encore une fois, tout ça est protocolisé et ça dépend vraiment du patient et de ses antécédents d'infection et de sérologie. Bien sûr, peut-être que vous n'aurez pas à choisir nécessairement la prophylaxie à utiliser, mais de leur rappeler c'est quoi l'indication, pourquoi ils le prennent, c'est vraiment important parce qu'il y a une raison pourquoi on les donne, ces prophylaxies-là. Puis quand il y a une non-observance, il peut y avoir des conséquences catastrophiques. Ouais. Mais merci beaucoup, Jean-François. On a vraiment énormément appris avec les réponses à nos questions. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. C'est un plaisir, Myriam. Merci. Pour les participants, vous pouvez maintenant vous rendre sur saxleaf.ca sur la page de cette formation pour passer le quiz et recevoir votre attestation de réussite. Ensuite, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour compléter le sondage d'appréciation. Vos commentaires sont toujours importants pour nous. Finalement, pour rester informé de nos dernières formations, assurez-vous d'être inscrit à l'infolette Saxleaf. À la prochaine!